Mesdames et messieurs, bonsoir. 12 mois se sont écoulés, une année s'est achevée, 2018, emportant avec elle des faits marquants qui contribueront désormais à écrire l'histoire de la Côte d'Ivoire. Ce soir, nous vous invitons à visiter, mieux revisiter, les pages de cet article de 12 colonnes qui court de janvier à décembre 2018. Et pour ce faire, nous ne serons pas seuls sur ce plateau des journalistes de la rédaction de RTI 1. Nous rejoindrons Adama Koné pour le service institutionnel, Michel Digré pour le service politique et actualité internationale, Lanciné Bakayoko pour le service économie, Patricia Omouetia pour le service société, Eugène Atoubé pour le service info régional et enfin Lansina Ouattara pour le service de l'information en ligne RTI Info, le dernier né de la Maison Bleue. Et ce soir, nous passerons en revue l'essentiel de l'actualité qui aura donc marqué 2018. L'année 2018 a été riche en mouvements. Une année au cours de laquelle les équipes de la RTI se sont mobilisées sur le terrain pour vous permettre de ne rien manquer. Et c'est ce que nous confirme Alexis Ouedraogo. Fortes pluies s'abattent sur le sud du pays. Nous sommes ici à Oslo, dans la capitale de la Norvège. C'est l'une des zones les plus critiques en saison pluvieuse. Je suis à New York devant le siège de l'Organisation des Nations Unies. Âgées de 15 à 30 ans, elles sont nounous, bonnes, cuisinières pour soutenir leur famille. Le tatouage, la pratique est ancestrale. Elle date de l'aube de l'humanité. Depuis 5 ans, Flore investit dans le commerce de vêtements de seconde main. Elle s'est lancée dans le business de la friperie après avoir fermé sa boutique de prêt-à-porter. On compte chaque année plus de 220 000 décès en Côte d'Ivoire. Le marché de la mort ne connaît pas la crise en Afrique. Des équipes de la RTI déployées sur l'ensemble du territoire quand le commande l'information. Et justement, pour ouvrir cette rétrospective à 2018, nous recevons ici Adama Koné. Adama Koné, bonsoir. Bonsoir Eman. Vous représentez ici le service institutionnel, vous êtes le rédacteur en chef de la rédaction de RTI 1. Ouais. Avec vous, nous allons passer en revue l'essentiel des activités qui ont donc marqué l'actualité au niveau du palais présidentiel. Et pour parler justement de cette actualité, notons que 2018 a été une année au cours de laquelle le chef de l'État, Alassane Ouattara, a effectué plusieurs voyages à l'extérieur du pays. Et c'est d'ailleurs ce que nous confirme Jérôme Kofi Abola dans cet élément. La Côte d'Ivoire vue à l'étranger en 2018. Cette année qui, comme les autres la précédant, ne vient pas à son terme sans avoir réalisé des performances pour parler des visites du chef de l'État ivoirien hors du pays. Actualité oblige, direction Abuja pour commencer à dévoiler le récapitulatif des activités des 12 mois passés du président Alassane Ouattara sur le plan international ou diplomatique. Dans la capitale nigériane, ce 22 décembre 2018, c'est le 54e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO qui salue le travail abattu en si peu de temps par l'Ivoirien Jean-Claude Brou en tant que président de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Quelle fierté ne manque pas de souligner le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, présent à cette session au même titre que les autres chefs d'État et de gouvernement de cette communauté sous-régionale dont les actions pour la marche du continent ne font aucun doute. Toujours en décembre, cette fois aux États-Unis, la Côte d'Ivoire fait parler d'elle quand l'honneur lui revient d'assurer pendant tout ce mois la présidence du Conseil de sécurité de l'ONU en sa qualité de pays membre non permanent pour la période 2018-2019 de cet organe de décision à l'échelle mondiale. Le président ivoirien, alors à New York, dans ce cadre, va présider ce qu'il convient d'appeler le débat présidentiel à l'ONU. Une autre fierté pour la Côte d'Ivoire et son champion. De même, quand le président Alassane Ouattara sur les différents continents se retrouve dans un certain nombre d'autres pays
comme par exemple la Chine à la faveur d'une visite d'État, visite à l'occasion de laquelle la Côte d'Ivoire bénéficie d'un prêt préférentiel de la part de Pékin en vue du financement de l'autoroute Tiébissou-Bouaké, sans compter l'adhésion ivoirienne à l'initiative chinoise dénommée la ceinture et la route. Par cette initiative, la Chine entend soutenir le développement des pays africains à hauteur de 1 000 milliards de francs CFA. Avec ces faits non exhaustifs, le bilan diplomatique du président Alassane Ouattara en 2018 est on ne peut plus positif. Pour le moins que l'on puisse dire, et en s'appuyant sur les propos du chef de l'État ivoirien, ce bon résultat permet à la Côte d'Ivoire de s'afficher aujourd'hui au nombre des pays appelés à jouer un rôle de premier plan sur la scène internationale. Adama Koné, ce reportage de Jérôme Kofi Abolin plante le décor et confirme effectivement l'intensité des activités du chef de l'État, tant à l'extérieur comme également à l'intérieur du pays. Mais ce qu'il faut également souligner, c'est que la Côte d'Ivoire a été également visitée. Oui, le taux de fréquentation de la Côte d'Ivoire est appréciable. La Côte d'Ivoire n'est pas que sortie, elle a été fréquentée abondamment. Et la dernière date qu'on pourrait retenir est celle de la visite du président rwandais, le 19 et 20 décembre dernier. Mais bien avant, en avril, on a vu le président libérien George Weah en Côte d'Ivoire. On a vu également le président sierra-léonais Julius Maada Bio venir en Côte d'Ivoire dans le mois de mai, et on a également vu le président malien Ibrahim Boubacar Keïta qui est venu en Côte d'Ivoire. Donc c'est une diplomatie qui est dynamique, c'est une diplomatie qui est active. Alors Adama Koné, que rapporte cette diplomatie à la Côte d'Ivoire ? Quand on est membre du Conseil de sécurité de l'ONU, mieux quand on préside ce Conseil de sécurité, on a tous les projecteurs de tous les États qui sont braqués sur le pays. Mieux, il y a des fiches pays qui sont élaborées, qui recensent toutes les informations concernant ce pays, qui sont donc ventilées dans les différents pays du monde et même dans les grandes universités. Donc, premièrement, il y a cette visibilité impressionnante que cette diplomatie rapporte à la Côte d'Ivoire. Deuxièmement, je parlerai de socio-éco-diplomatie. Pourquoi? Parce que quand vous regardez la visite du président rwandais, lors de ce séjour, il a été signé ce qu'on a appelé un accord d'exemption de visa d'entrée entre les deux pays, ce qui permet donc aux populations de ces deux pays-là d'aller et de venir sans être inquiétées. Et donc, c'est une diplomatie sociale qui touche directement la population. Éco-diplomatie, cela ramène à une réalité aussi. À la faveur du 6e Africa CEO Forum, le président ivoirien et le président ghanéen ont signé un accord qui a été appelé la déclaration d'Abidjan. Une déclaration qui porte sur une communauté d'action à mener face aux défis de l'économie cacaoyère. Vous savez que ces deux pays produisent 60% des fèves de cacao du monde, et malheureusement, ces deux pays sont des subisseurs du marché international, alors qu'ils devaient être ce qu'on appelle des pressmakers, c'est-à-dire des faiseurs de prix sur le marché. Donc il s'agit d'avoir une communauté d'action telle que la fixation de prix, telle que la mise à marché du cacao, pour que le paysan dans les deux pays puisse bénéficier du fruit de son labeur. Alors Adama Koné, en 2018, le chef de l'État, le président de la République Alassane Ouattara, a lancé plusieurs grands travaux. Que vous inspire, n'est-ce pas, ces actions de développement? Un commentaire? Oui, 2018, le gouvernement a encore pris la truelle. Après le 3e pont, qui est une fierté nationale, le gouvernement est passé à une 4e vitesse avec le lancement des travaux du 4e pont d'Abidjan, qui va relier la commune de Yopougon à celle du plateau en passant par Adjamé. Et donc, cela est très important. Sur l'écran, vous avez vu le lancement de ces travaux. C'est au moins 7 km 200. Et cela va permettre d'engloutir dans ce projet 142 milliards de francs CFA. Cela est vraiment important. En dehors de ce projet, il y a aussi le projet de l'échangeur
de l'amitié ivoiro-japonaise qui se trouve dans la partie sud d'Abidjan, qu'on appelle Abidjan Sud, c'est-à-dire après le pont, au carrefour Solibra. C'est un projet qui a un taux de réalisation, comme vous pouvez le voir, de 33%. Et tous les usagers de ce carrefour observent la métamorphose que prend ce paysage au niveau du carrefour Solibra. C'est un projet qui va permettre de financer à hauteur de 28 milliards. Mais à ce projet s'ajoutent 3 autres projets sur le boulevard Mitterrand, 3 autres échangeurs qui vont coûter 77 milliards. Et donc, c'est un total de 105 milliards qui seront injectés en faveur de la coopération entre le Japon et la Côte d'Ivoire. Un projet qui vient donc consolider les relations bilatérales entre les deux pays. Tout à fait. Mais ce n'est pas tout en termes de chantier, parce qu'en attendant que ces chantiers-là soient livrés, il y a des chantiers de réhabilitation des routes d'Abidjan. On a vu dans les communes de Marcory, du Plateau, de Yopougon, de Port-Boué, de Koumassi, où on a eu une reprise des travaux au niveau de la route. Et mieux, il y a le pont Félix Houphouët-Boigny qui a été livré en 1958, qui sera réhabilité à hauteur de 42 milliards de francs CFA, parce que depuis 1999, les experts ont pu identifier que les tassements différentiels de ce pont sont importants. Et donc, c'est un pont qui doit être réhabilité pour donner plus de poids à ces assises. Pour terminer, il faut dire que les projets ne se limitent pas qu'à Abidjan. À l'intérieur du pays également, il y a le tronçon Thiébissou-Boaké qui consiste à prolonger l'autoroute du Nord. C'est un tronçon de 95 km qui va permettre de relier donc, ces deux villes par une autoroute à hauteur de 167 milliards. Il n'y a pas aussi que les projets routiers. Il y a également l'université de San Pedro qui va ouvrir en octobre 2020. Les travaux ont été lancés dans le mois de décembre. C'est une université qui va coûter 95 milliards de francs CFA. À cela, il faut ajouter certainement la déclaration faite par le chef de l'État qui concerne les 41 collèges de proximité qui ont été livrés en 2018 et les 4104 salles de classe dans le primaire qui sont autant d'actions, autant de chantiers qui mettent le pays sur la voie du développement. Et sur la voie du développement. Et la lucarne est trouvée pour parler justement de ce plan social du gouvernement qui occupe une place de choix, qui figurait d'ailleurs en bonne place dans le discours de fin d'année du chef de l'État. Tout à fait. Il est admis qu'il n'y a de richesse que d'hommes. Ce qui a fait que la Banque mondiale a fait évoluer sa manière d'appréhender le développement. On est passé de l'indice de développement humain, l'IDH, à l'indice de capital humain depuis le dernier trimestre de l'année 2018. Ça veut dire qu'il faut investir dans l'homme. Et lorsque on regarde cet indice, on se rend compte que c'est un indice qui mesure, par exemple, la chance pour un enfant de fêter son 5e anniversaire à l'abri des maladies infantiles. Lorsqu'on ramène cette réalité au plan social du gouvernement, ça veut dire qu'on touche le volet santé et alimentation du programme social de gouvernement. L'indice de capital humain mesure également la durée que passe un jeune dans le circuit scolaire. Et là, est-ce que le jeune, jusqu'à 16 ans, il a la possibilité, jusqu'à 18 ans, il a la possibilité de poursuivre ses études? Vous voyez que cela nous ramène à ce qu'on a appelé ici l'école obligatoire entre 6 ans et 16 ans. Et puis, il y a aussi le fait que l'indicateur s'intéresse à la possibilité du jeune de pouvoir avoir du travail à la fin de sa formation. Et donc, on rejoint, si on ramène à notre réalité, l'accès à l'emploi. Alors, ça veut dire quoi? Que le plan social du gouvernement qu'on appelle le PS-Gouv est en phase totale avec cette nouvelle manière d'appréhender le développement. Mais pour terminer sur ce point, il faut savoir que le programme social du gouvernement n'est pas en réalité le début de l'action gouvernementale en matière sociale. L'action gouvernementale a commencé bien avant. Le programme social du gouvernement est une manière d'adresser de manière spécifique les questions sociales. Tout comme on a le programme national d'investissement agricole, aujourd'hui, on a le programme social du gouvernement. Et donc, c'est un programme qui permet donc d'appréhender les questions sociales. C'est un programme qui vient renforcer déjà l'action qui a été menée, parce que si vous regardez les investissements pro-pauvres, depuis 2012, ces investissements sont passés de 1080 milliards de francs CFA en 2012 à 2290 milliards de francs CFA Une évolution. En 2018, l'année dernière. Donc,
le gouvernement renforce cette dynamique-là avec le PS-Gouv. Alors, investir dans l'homme, une mission que s'est assignée la première dame Dominique Ouattara via sa fondation Children of Africa. Plusieurs actions ont été menées en faveur des enfants de Côte d'Ivoire, en faveur des jeunes également. Pendant l'année 2018, un calendrier plutôt fourni pour la première dame. Oui, un calendrier fourni, une date qui marque les 20 années d'existence de cette fondation qui œuvre dans l'humanitaire, qui œuvre en faveur des démunis. Et les 20 ans ont été marqués le 16 mars par l'inauguration de l'hôpital mère-enfant qui a coûté quand même 25 milliards de francs CFA et qui offre 130 lits et qui se situe donc à Bingerville. Le même jour, le 16, dans la soirée, il y a eu la 7e soirée de dîner-gala de cette fondation qui a permis de mobiliser autour de 4 milliards de francs CFA et cette somme va servir à un projet humanitaire dans la commune d'Abobo. Et nous avons en fond les images de cet hôpital qui est de dernière génération et qui donne toutes les commodités qu'il faut pour prendre en charge la mère et l'enfant et donc lutter efficacement contre les maladies infantiles, contre la mortalité à la naissance, ainsi de suite. Dernière action que je pourrais citer, entre autres, concernant cette fondation Children of Africa, il y a eu l'ouverture du premier centre d'accueil pour enfants en détresse dans la ville de Soubré. Cela est extrêmement important parce que c'est un maillon essentiel de la lutte contre le travail et la traite des enfants. D'ailleurs, au centre du pays, c'est-à-dire à Bouaké, au nord à Ferké, il y a des centres similaires qui sont en construction. Pour terminer, il faut dire que Children of Africa a offert 15 000 kits scolaires aux enfants de ce pays et a majoré, a augmenté l'enveloppe allouée aux femmes d'Abidjan, du district d'Abidjan, de 1,5 milliard de francs CFA pour leur permettre d'être autonomes et donc de vivre pleinement leur situation. Merci à vous, Adama Koné, pour toutes ces informations. Je voudrais donc vous remercier pour votre contribution, une contribution plus qu'appréciable. Merci pour tous ces éléments d'information et bonne heureuse année 2019. Merci, bonne année à vous. Quittons à présent les parvis du palais présidentiel pour un autre champ d'expression. Parlons à présent de politique et ce sera tout de suite avec Michel Digré. Et nous accueillons sur ce plateau Michel Digré. Bonsoir. Michel Digré, bonsoir. Bonsoir, Raymond. Vous êtes le chef du service politique et actualité internationale de la rédaction de RTI 1. Avec vous, nous allons passer en revue ce qui aura marqué la Côte d'Ivoire sur le plan politique en 2018. Ces élections couplées municipales, régionales, qui ont suscité un vif intérêt des populations. On en parle avec vous dans un instant. Mais avant, suivons cet élément commenté par Alexis Ouedraogo. 14 août 2018, la Commission électorale indépendante ouvre le dépôt des candidatures des élections locales couplées. Sur la scène politique, le PDCI-RDA vient d'annoncer son retrait du RHDP et l'opposition réclame la réforme de l'institution avant la tenue du scrutin. La procédure, elle, suit son cours, mais voilà que se signalent des discordances au niveau du parrainage des candidatures. 18 personnalités se retrouvent sur 2 listes, celle du PDCI et du RHDP. Autre point notable, la montée en puissance des indépendants. Pour les élections régionales, au total, 88 candidatures sont retenues, 41 au titre des indépendants, 17 pour le PDCI-RDA, 26 pour le RHDP, 2 pour le PDCI-RHDP et 2 listes du Front populaire ivoirien. 28 septembre, la campagne est lancée. 14 jours pour convaincre les populations. Si l'ambiance générale reste bonne, de vives tensions sont signalées dans plusieurs localités, notamment à Koumassi, Didiévi, Port-Boué, Bassam, Lakota, ou encore d'Aloa où un affrontement entre supporters de 2 candidats fait un mort et plusieurs blessés. Très vite, la CEI monte au créneau et rencontre les candidats pour calmer le jeu. Le 11 octobre, la campagne referme ses portes. 13 octobre, jour du scrutin, quelques 6 millions d'électeurs sont attendus aux urnes. Des incidents sont relevés, parmi eux la lenteur de l'opération, des bureaux de vote ouverts avec de grands retards, l'absence de stickers ou encore des violences entre militants d'adversaires politiques, notamment à Lakota. Au terme de la publication des résultats des élections par la CEI, s'ouvre la période des contentieux électoraux. Dans les villes de Port-Boué, Bingerville, Grand-Bassam, Lakota, Rubino et Boko, et les régions du Lodjibois et du Guéman, le scrutin est repris le 16 septembre 2018. Alors Michel, comme on a pu le voir dans l'élément qui a précédé, beaucoup de tensions autour de ces élections
on a tout de suite envie de se poser la question, mais quels étaient les enjeux véritables, les enjeux politiques véritables de ces élections? Effectivement, Herman Divé, ces élections couplées étaient très importantes pour la classe politique en Côte d'Ivoire. Ce scrutin survient à un moment où les deux principales forces du RHDP, à savoir le PDCI-RDA et le RDR, entrent en conflit sur la route de la création du parti unifié RHDP. L'une des conséquences de ce conflit, donc, c'est que le PDCI-RDA décide d'aller en électron libre à ces élections couplées. L'occasion était donc toute trouvée pour les différentes entités de prouver leur poids réel sur l'échiquier politique national. L'autre enjeu de ce scrutin-là, c'était la menace des indépendants. Des indépendants qui n'avaient pas été retenus dans leur parti d'origine, mais qui ont voulu prouver dans les urnes qu'il valait bien quelque chose dans la classe politique en Côte d'Ivoire. Troisième fait marquant qui pourrait justifier toute cette pression autour de ces élections couplées-là, c'était la déclaration du chef de l'État. Vous vous en souvenez, le président Alassane Ouattara avait préconisé un remaniement ministériel après ces élections couplées. Certainement que l'avenir de certains ministres qui étaient dans le gouvernement, donc leur avenir au gouvernement se jouait à l'issue donc de ces élections couplées. Voilà autant de faits, autant d'enjeux qui pourraient expliquer qu'en 2018, l'adrénaline est montée, la pression, le mercure est monté d'un cran au sein de l'arène politique en Côte d'Ivoire. Alors Michel, nous disposons justement d'une cartographie qui retrace donc les résultats obtenus au terme de ces élections couplées municipales et régionales. Ensemble, nous allons les passer en revue, cette cartographie qui nous donne donc de découvrir les différentes parts arrachées par les familles politiques. D'accord. Alors quand on veut bien commenter ces graphiques-là, nous constatons de très belles performances. Il y a le RHDP qui a environ 60% des sièges au niveau des régionales 2018. Il y a le PDCI RDA 20%, les indépendants 10%. Nous avons le FPI, l'opposition en Côte d'Ivoire est toujours encore à la traîne, 3,32%. Concernant les élections municipales, c'est plus ou moins la même configuration. Il y a une forte percée des indépendants. Le RHDP demeure en tête, le PDCI RDA vient en seconde position. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'à 2 ans de la présidentielle, c'est bon de remporter des élections locales, mais cela ne prévoit pas véritablement ce qui pourrait se passer en 2020. Quand nous voyons les taux de participation, nous sommes à 46,36% pour les régionales. Pour les élections municipales, nous sommes à autour de 36,20%. Généralement, on sait qu'en Côte d'Ivoire, lorsqu'une élection présidentielle suscite de l'engouement, nous sommes autour de 80% en termes de taux de participation. Cela voudrait dire qu'il y a environ 40% de l'électorat qui ne s'est pas encore prononcé au cours des élections couplées, mais qui certainement se prononcera à la faveur de la présidentielle de 2020. Et à ce stade, bien malin, qui pourra vous dire pour qui voteront ces 40 autres %. Alors Michel, puisque vous ouvrez la fenêtre de la projection, permettez-nous de nous y insérer. Vous parlez bien sûr de 2020. Quel pourrait être l'incident de ces résultats sur l'élection présidentielle justement de 2020 ? J'ai bien envie de dire que l'incidence peut être mitigée. C'est bon, comme je le disais, pour galvaniser les troupes, pour montrer sa représentativité à l'échelle nationale, de remporter une élection couplée à 2 années d'une présidentielle. Mais je pense que d'ici là, il y a l'électorat encore à convaincre. Il y a d'autres enjeux qui viendront certainement se rajouter. Il y a la question de la réforme de la CEI qu'il faudra bien entamer au cours de cette année 2019. Il y a également la question des pièces d'identité qui devront servir à prendre part au vote. Les anciennes prennent fin à partir de 2019. Autant donc de chantiers qu'il faudra véritablement pouvoir mener pour véritablement penser remporter une élection en 2020. Et je pense que les partis politiques qui voudront s'affirmer ou s'afficher au cours de cette présidentielle à venir, qui suscite déjà de l'intérêt, ces partis politiques-là donc devront gérer au mieux les étapes précédentes, l'échéance de 2020. Alors Michel, un autre pan de l'actualité politique que nous ne pouvons pas ne pas aborder, c'est bien sûr cette sortie du PDCI, du RHDP. Dites-nous, le divorce était-il prévisible ? Pour les observateurs de la scène politique, ce n'était pas tant évident en début d'année. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, dès janvier 2018, il y avait des signes palpants d'une crise à l'interne au sein du PDCI RDA. Vous vous souvenez certainement de l'épisode des haut-parleurs et des baffes. La bataille de la communication engagée entre le secrétaire exécutif du PDCI RDA, Maurice Kakou Dikawe, et le porte-parole en chef Adjoumani Kobenan. Eh bien, l'un semblait être la voix
des gardiens du temple du PDCI, pendant que l'autre, la voix de ceux qui voudraient aller vers le parti unifié RHDP. L'on avait pensé à un moment donné que la rencontre du 8 août entre le président Alassane Ouattara et le président du PDCI RDA, Henri Konan Bédié, ramènerait les deux partis sur la table de négociation et ferait avancer les choses. Mais cette date a constitué le divorce entre les deux entités, faisant de facto du PDCI RDA la première force d'opposition en Côte d'Ivoire. Alors Michel, comme nous le rappelions à l'entame de cette émission, votre service a également pour mission de regarder à l'actualité internationale. Et nous allons justement regarder à l'actualité internationale qu'est-ce qui aura marqué 2018 pendant donc cette année sur le plan international, ensemble revisitant les pages de ce passé récent. Une année 2018 marquée par d'intenses mouvements politiques, sécuritaires et économiques sur le vieux continent. George Weah est investi comme nouveau président du Libéria et il porte les espoirs du peuple libérien. En Afrique du Sud, Jacob Zuma démissionne de son poste de président dans un contexte de scandale de corruption. L'ancien homme d'affaires Cyril Ramaphosa prend la présidence du pays. Le 2 mars 2018, Ouagadougou, la capitale de Burkina Faso, subit une attaque terroriste. L'ambassade de France et le quartier général militaire sont pris pour cible. Le 2 avril, Winnie Mandela, l'ex-femme de Nelson Mandela, célébrée pour sa lutte contre l'apartheid, décède. Un hommage national lui a été rendu. 2018 voit également le réchauffement des relations entre l'Éthiopie et l'Érythrée. Des passagers embarquent pour la première fois pour le premier vol entre Addis Abeba et Asmara depuis 20 ans. Le 1er août, alors qu'il vient d'être acquitté par la Cour pénale internationale, l'ancien chef de guerre et vice-président Jean-Pierre Bemba revient en République démocratique du Congo où il envisage de se présenter à la présidentielle de décembre. L'ancien secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan, s'éteint. Au Ghana, devant de nombreux dignitaires du monde, un hommage lui est rendu. Au Mali, Ibrahim Boubacar Keïta est réélu à la présidentielle face à son adversaire Soumaïla Cissé. Au Cameroun, le président Paul Biya est réélu au scrutin présidentiel du 7 octobre dernier. Âgé de 85 ans, Paul Biya prête serment pour un 7e mandat consécutif dans un climat tendu. Le 1er décembre 2018, la Côte d'Ivoire assure la présidence du Conseil de sécurité de l'ONU pendant un mois. La Côte d'Ivoire siège pour la 3e fois de son histoire au sein du Conseil de sécurité de l'ONU en qualité de membre non permanent. Le médecin congolais Denis Mukwege reçoit le prix Nobel de la paix conjointement avec l'Irakienne yazidi Nourad Mourad pour leurs efforts visant à mettre fin à l'utilisation de la violence sexuelle comme arme de guerre et de conflit armé. En mai 2018, un jeune immigré malien sans papier, Mamoudou Gassama, entre dans l'histoire. Il sauve de manière héroïque la vie d'un enfant suspendu dans le vide au 4e étage d'un immeuble. Il sera reçu par le président Emmanuel Macron, puis naturalisé français. 2018 aura été sans doute une année tumultueuse pour la France. Le pays est secoué par le mouvement des Gilets jaunes. À l'origine de la crise, une taxe sur l'essence qui va frapper particulièrement les catégories de la population dépendante de leur voiture. Plusieurs manifestations de Gilets jaunes éclatent sur le territoire pour dénoncer avec colère le malaise qui existe entre cette population française qui peine à joindre les deux bouts et le gouvernement. Des manifestations qui virent à l'affrontement entre Gilets jaunes et forces de l'ordre. Le gouvernement tente, lui, de calmer les esprits et de trouver une solution rapide à la crise. Alors Michel Digré, on vient de le voir, Abdoulaye Koné vient de nous faire le récapitulatif de ces événements qui ont marqué 2018, mais nous retenons essentiellement cette présidence assurée par la Côte d'Ivoire au Conseil de sécurité de l'ONU. Oui. Vous étiez l'envoyé spécial de la chaîne aux États-Unis pour suivre justement cette présidence. Que doit-on retenir de cette présidence ivoirienne ? Effectivement, Herman Divé, après 1964, 1965, 1990 et 1991, la Côte d'Ivoire est entrée au Conseil de sécurité à partir du mois de janvier 2018 pour la 3e fois et cela pour un mandat de 2 ans. La présidence du Conseil de sécurité était un challenge très important pour la Côte d'Ivoire. La représentation diplomatique auprès des Nations Unies, le ministre des Affaires étrangères Marcel Amotano et le président de la République ont tout mis en œuvre pour que ce challenge soit relevé. Au total, ce sont 4 panels de haut niveau qui ont été organisés à l'occasion de cette présidence-là. 5 résolutions ont été adoptées et 3 déclarations présidentielles actées. Pour tout dire, la Côte d'Ivoire
a réussi sa présidence du Conseil de sécurité. Certainement que la dernière année qu'elle aura à passer au sein de ce Conseil-là, elle prouvera qu'elle a sa place au sein de ce Conseil de sécurité, qu'elle peut bien diriger l'une des plus importantes instances de l'Organisation des Nations Unies. Une présidence donc réussie pour la Côte d'Ivoire et c'est ce que nous retenons en toile de fond. Merci à vous Michel Digri pour toutes ces informations qui nous ont permis, n'est-ce pas, de passer en revue ce qui a marqué sur le plan politique international et bien l'activité en 2018. Merci de bien vouloir et bien prendre congé de nous. Nous recevons à présent Lansine Bakayoko pour parler économie. Lansine Bakayoko, bonsoir. Bonsoir, Herman Divé. Bonne heureuse année 2019. Merci. Avec vous, nous allons prendre le pouls de l'économie en Côte d'Ivoire. Pour ce qui est donc de 2018, nous allons visiter ces chantiers qui ont été donc engagés par le gouvernement, d'autres chantiers, certainement d'autres pans. Nous allons également aborder des questions qui ont perturbé l'inquiétude de certains acteurs économiques en Côte d'Ivoire. Suivons donc cet élément que vous avez réalisé. 26 mars, Africa CEO Forum organisé par le groupe Jeune Afrique réuni à Abidjan, 63 pays dont 43 africains, des panélistes de haut niveau, des chefs d'entreprise venus de tous les continents. Au cœur des échanges, la transformation digitale, la place des jeunes et des femmes, l'économie de la santé, la bonne gouvernance. Avril, un vaste réseau de trafic de voitures de luxe immatriculées frauduleusement est découvert au guichet unique automobile où se déroulent les procédures de dédouanement et d'immatriculation. Dans le cadre de cette enquête, 18 responsables des structures étatiques et privées intervenant sur cette plateforme sont arrêtés, ce qui provoque le blocage des activités d'importation de véhicules au port. 12 mai, la Côte d'Ivoire est entrée dans le club des capitales africaines doté d'un vol direct vers la côte est américaine. Après 20 ans d'interruption, le premier vol de passagers sans escale reliant la Côte d'Ivoire aux États-Unis quitte l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan pour l'aéroport de Newark dans l'est du New Jersey. Cette nouvelle desserte est assurée 3 fois par semaine par la compagnie Ethiopian Airlines. Entrée en vigueur le 1er juillet 2018 de la limitation de l'âge des véhicules d'occasion importés en Côte d'Ivoire. Dorénavant, tout véhicule embarqué sur le navire à destination des ports ivoiriens ne respectant pas les conditions d'âge prévues est interdit d'immatriculation. 31 juillet, prévu pour une durée de 30 mois, les travaux du 4e pont d'Abidjan ont été lancés par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. D'un coût de 142 milliards de francs CFA, ce projet, qui s'achèvera en août 2020, va relier les communes de Yopougon, Atekoubé, Adjamé et le Plateau. Cette infrastructure devrait accueillir un trafic prévisionnel de 42 000 véhicules par jour à sa livraison. Longueur, 7,2 km. 8 novembre, quelques 7500 participants venus de 37 pays ont pris part à cette 3e édition du Salon international des équipements et des technologies de transformation de l'anacarde CIETA. Principal enjeu, la transformation locale génératrice de valeur ajoutée, opportunités pour la jeunesse. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, seulement 10% des 820 000 tonnes sont transformées. L'objectif est d'atteindre un taux de transformation de 50% d'ici 2020. Novembre, les activités du bureau frontière des douanes de Noué ont été fortement perturbées à cause du refus des commerçants de se faire appliquer le mode d'évaluation prévu par la réglementation en vigueur, c'est-à-dire la valeur transactionnelle pour le dédouanement de leurs marchandises. Les services douaniers avaient voulu réactiver un dispositif suspendu depuis la crise politique de 2010. Finalement, un terrain d'entente a été trouvé à travers un sursis à exécution de 6 mois. Alors, Lansine Bakayoko, si la politique dirige le monde, l'économie lui sert d'aiguillon. Et vous nous dites dans cet élément qu'il y a eu effectivement beaucoup d'actions engagées par l'État justement pour permettre une relance de l'économie ivoirienne. Notamment la construction du 4e pont, vous l'avez mentionné, une construction qui, on va le dire, n'a pas été sans dommage pour les populations habitantes sur le site qui devra donc recevoir ce pont. Des procédures de dédommagement sont engagées, n'est-ce pas ? Oui, Herman, la procédure de dédommagement a été engagée en septembre dernier. Ce sont 14 472 personnes qui ont été recensées dans le cadre de la construction de ce projet, dont 6 000 dans les communes de Yopougon, Atekoubé et Adjamé. Alors, toutes ces personnes vont pouvoir recevoir
les 30 milliards que l'État a prévus au titre des dédommagements. Retenons également que dans votre élément, vous avez fait mention de ces problèmes survenus à la frontière ivoiro-ghanéenne, à la frontière de Noé, entre les douanes ivoiriennes et les transporteurs. Des problèmes qui finalement ont trouvé solution. Effectivement, du 1er novembre au 30 novembre, il y a eu un blocage au niveau de la frontière de Noé. Des commerçants et l'administration douanière ne se sont pas encore entendus sur les nouveaux mécanismes de tarification au niveau du dédouanement des marchandises. Jusque-là, les marchandises étaient dédouanées, je crois, on peut dire en vrac pour faire simple. Aujourd'hui, l'administration veut revenir à son ancienne méthode qu'elle avait appliquée avant le déclenchement de la crise post-électorale, c'est-à-dire que les marchandises vont être maintenant pesées et quantifiées normalement, c'est-à-dire qu'ils vont passer à la meilleure tarification. Alors, les commerçants qui ont perdu cette habitude n'entendent pas les jeux de cette oreille, et c'est ce qui a provoqué la crise au niveau de Noé. Fort heureusement, grâce à l'intervention du Premier ministre, un moratoire a été trouvé, un moratoire de 6 mois, normalement qui doit s'achever en juin prochain. Mais ce qu'il faut dire, Herman, c'est que cette grève a eu un coût pour l'économie ivoirienne, puisque ce sont au moins un manque à gagner de 2 milliards qui ont été observés à cette frontière. Il faut noter bien, Herman, à cette frontière, on attend au moins 26,6 milliards au niveau des recettes douanières. Et on change de registre cette fois pour parler de deux mamelles de l'économie ivoirienne. Il s'agit bien sûr du cacao, de l'anacarde. Le secteur du cacao ne se porte pas très bien, il connaît une santé difficile. Est-ce que cela vous inspire un commentaire? Au cours de cette campagne qui vient de s'achever... Nous avons d'ailleurs des chiffres qui... Oui, nous avons des chiffres de variation. Vous allez voir qu'à la campagne 2016-2017, le prix du kilogramme était à 1100 francs. En 2017-2018, le prix était à 700 francs et en 2019, le coût est à 750 francs. Et même ce qu'il faut dire, c'est qu'en 2017, les paysans ont reçu 1356 milliards de francs CFA contre 2024 milliards l'année précédente. Ça fait un manque à gagner de 33% pour les paysans. Heureusement, le gouvernement a fait preuve de magnanimité cette année. Il a ajouté 50 francs sur le prix de la campagne 2017-2018. Ça fait au total 100 milliards qui vont être reversés aux paysans pour cette campagne 2018-2019. D'accord. Et qu'en est-il de l'anacarde? Le secteur ne se porte pas non plus très bien selon les informations dont nous disposons. Oui, ce n'est pas la faute des paysans, puisque les paysans ont fait de la production. Vous voyez que la production est en progression constante. Vous voyez qu'en 2014, on était à 550 000 tonnes. Aujourd'hui, nous sommes à près de 730 000 tonnes, voire plus. Donc, ce n'est pas la production qui est en cause. Le problème, c'est que c'est les acheteurs qui font grise mine. La demande est en baisse au niveau du marché international, notamment aux États-Unis, dans l'Union européenne et surtout au Vietnam. La Côte d'Ivoire aujourd'hui, le premier producteur d'anacarde, le deuxième c'est l'Inde et le troisième c'est le Vietnam. Mais disais-je, aujourd'hui le Vietnam, dans le cadre de la politique de diversification de ses sources d'approvisionnement, a financé 500 000 hectares au niveau du Cambodge voisin, ce qui va lui permettre de s'approvisionner davantage et c'est ce qui provoque la baisse de la demande au niveau de l'anacarde ivoirien. Alors le défi majeur pour ces deux mamelles de l'économie ivoirienne reste sans aucun doute l'industrialisation. Oui, il y a ce défi, mais pour l'anacarde, il y a un autre défi qui est peut-être la fuite de l'anacarde au niveau des pays voisins. Je voudrais vous signaler que cette année, par exemple, il y a eu 50 000 tonnes qui ont transité dans les frontières à l'extérieur. Cela a un coût. Ça fait 17 milliards pour le trésor public et 60 milliards pour les paysans. Je voudrais vous signaler également que ce sont 190 000 tonnes qui sont stockées au port d'Abidjan et de San Pedro. Et ça fait un manque à gagner pour la Côte d'Ivoire. Alors, ce qu'il faut également noter, c'est que pour 2018, il y a quand même de bonnes nouvelles. Selon le classement Doing Business, la Côte d'Ivoire a gagné des places, le dernier classement Doing Business de la Banque mondiale. Et ensemble, on va le découvrir voilà, sur cet écran. En 2017, le pays occupait la 142e place. En 2018, 139e. En 2019, selon les projections qui ont donc été faites par le Doing Business, eh bien, la Côte d'Ivoire a également gagné de bonnes places. Un commentaire que vous inspire La Côte d'Ivoire a gagné de bonnes places, mais je voudrais vous dire qu'en 2014, la Côte d'Ivoire était à la 167e place sur 189 pays. Donc vous constatez que de 2014 à 2018, j'ai pris le temps d'un quinquennat, la Côte d'Ivoire a gagné au moins 45 places et ça, ce n'est pas rien. Ce qui est encourageant d'ailleurs. Oui, ce qui est encourageant, mais c'est le fruit des réformes que le gouvernement a engagées dans divers domaines. Je vais parler par exemple de la réforme foncière, je vais parler des infrastructures de télécommunications, j'ai envie de parler des procédures de création d'entreprises, je vais parler des systèmes de paiement de taxes électroniques.
Tout ça, ce sont des réformes qui sont en train d'aguicher les investisseurs et la Côte d'Ivoire peut espérer mieux dans les années à venir. Une médaille de Glané donc pour le pays. Merci à vous, Lansine Bakayoko, pour ces enrichissements, votre contribution qui certainement permettra à nos téléspectateurs de se faire une idée plus ou moins ouverte, très élargie et bien des performances économiques réalisées par la Côte d'Ivoire. Merci pour votre contribution à cette émission rétrospective 2018. Merci, Emmanuel. Et bonne heureuse année à vous. Merci, à toi de même. Alors, nous recevons à présent sur ce plateau Patricia Omou-Etia, avec laquelle nous allons aborder le chapitre de l'éducation. Patricia, bonsoir. Bonsoir, Emmanuel. Merveilleusement habillée. Merci. Alors avec vous, nous allons donc parler éducation. Dites-nous comment se porte le secteur de l'éducation. Mais avant, s'il vous plaît, avant de répondre à cette question, suivons ensemble cet élément de Sephora Zegui, commenté par Salima Toudia. Dans le secteur de l'éducation en Côte d'Ivoire, l'accent a été mis en 2018 sur l'accès et la qualité de l'école. Dans le cadre de la politique de l'école obligatoire pour les enfants de 6 à 16 ans, 4104 salles de classe ont été construites dans le primaire. Le gouvernement a aussi procédé au renforcement des infrastructures d'accueil dans le secondaire en construisant 41 collèges de proximité. Pour améliorer la qualité de la formation, un nouveau centre d'animation et de formation pédagogique CAFOP a été construit à San Pedro. Au titre des actions menées par le gouvernement en 2018, nous notons la numérisation dans le processus des examens scolaires, 5000 enseignants recrutés pour renforcer le personnel existant. À côté de ces réalisations, le gouvernement a aussi signé plusieurs accords, au nombre desquels celui du contrat de désendettement et de développement CDD pour la construction de 118 collèges. Un accord a également été conclu entre le gouvernement et le Millennium Challenge Corporation, MCC, pour la construction de 84 collèges à Boaké et San Pedro, puis 2 antennes satellitaires de l'école normale supérieure dans les mêmes villes. L'initiative francophone pour la formation à distance des maîtres IFADEM fait partie des partenaires de l'école ivoirienne. Elle a permis en 2018 la formation de 26 000 enseignants du primaire et du secondaire. Pour que tous les enfants aient un accès équitable à l'école, 3 000 enfants ont été recrutés au cours préparatoire élémentaire CP1 pour la rentrée précédente. L'année scolaire 2017-2018 a été relativement calme, ce qui a permis au gouvernement de travailler à redonner à l'école ivoirienne une fière allure. Alors Patricia, comme on vient de l'apercevoir dans ce reportage de Sephora Zegui commenté par Salima Toudia, des actions engagées pour donner un coup d'éclat, un nouveau souffle au système éducatif ivoirien. La question donc revient, comment se porte le système éducatif ivoirien? En matière d'éducation nationale, le gouvernement s'est axé sur les problèmes persistants. 20 300 enseignants ont été formés. On peut dire aussi que le gouvernement a mis l'accent sur le renforcement des infrastructures scolaires avec la construction de 4104 classes au primaire et avec 41 collèges de proximité. Voilà, 14 milliards de francs CFA ont également été distribués pour les kits scolaires. Le but aussi est d'élargir l'offre de formation dans les zones défavorisées et dans les zones reculées. Des défis restent toujours à relever, mais pour ces raisons, en 2019, les actions stratégiques se déclinent sur plusieurs axes. Et les plus pertinents, les plus importants sont bien sûr la scolarisation des enfants. Ces enfants-là ne font pas partie du système scolaire parce qu'ils ne sont pas scolarisés. Or, la politique sur la scolarisation exige que tous les enfants aient accès à l'éducation. En société, nous parlons d'éducation, mais nous parlons également de santé. Suivons ensemble le bilan des actions réalisées sur le plan sanitaire en Côte d'Ivoire pour ce qui concerne l'année 2018, dans un commentaire de Franck Quasio. Le gouvernement ivoirien a fait de l'accès aux soins de santé une priorité. Ont germé 3 grands centres pour la santé des populations, le centre d'oncologie médicale et de radiothérapie pour le traitement du cancer en Côte d'Ivoire. 160 à 200 malades pris en charge par jour. Il a coûté à l'État ivoirien plus de 13 milliards de francs CFA. Pour la réduction de la mortalité et de la morbidité maternelle et infantile, l'hôpital mère-enfant de Bingéville apporte aussi sa contribution. Son coût, plus de 25 milliards de francs CFA. De plus, pour renforcer le dispositif d'offre de soins de qualité, le centre hospitalier universitaire CHU d'Angré vient compléter à 5 le nombre de CHU en Côte d'Ivoire. D'une capacité d'hospitalisation de 250 lits, il aura coûté plus de 34 milliards de francs CFA et dispose d'un centre international d'endoscopie et de techniques avancées en chirurgie. Dès sa prise de fonction en juin 2018, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Ejana Kaolé, a entrepris une tournée dans les structures sanitaires. Dans la suite de l'action de son prédécesseur Raymond Goudou Kofi,
Plusieurs centres de santé réhabilités ou rééquipés, 85 structures sanitaires dont 60 centres de santé en zone rurale et 25 autres en zone urbaine situées dans 25 districts ont fait l'objet de réhabilitation pour un montant de plus de 7 milliards de francs CFA dans le cadre du projet de renforcement du système de santé et de réponse aux urgences épidémiologiques. Des réhabilitations soutenues par le programme de construction et de réhabilitation de rééquipement de tous les centres de santé décidé par le gouvernement et qui va coûter près de 833 milliards de francs CFA de 2018 à 2020. Le programme prévoit entre autres la construction de 200 établissements sanitaires de premier contact et la construction des nouveaux CHU à Bobo Sud, de 9 hôpitaux généraux, de 3 hôpitaux militaires à Boaké, Daloa et Korogo. Toutes ces structures de santé vont faciliter la mise en œuvre de la CMU, couverture maladie universelle. Cette assurance va permettre aux populations, notamment les plus vulnérables, d'accéder aux services de santé dont elles ont besoin en attendant l'aboutissement du plan national de développement sanitaire 2018-2020. Alors Patricia, l'élément de Franck Ouadio confirme que plusieurs centres de santé, n'est-ce pas, ont été inaugurés et d'autres sont en perspective de construction. Moi, j'ai juste envie de vous demander, quel bénéfice pour les Ivoiriens et qu'est-ce qui va changer en termes d'offres de santé? D'accord. Effectivement, le tout premier centre de radiothérapie et d'oncologie spécialisé dans le traitement du cancer a été inauguré par le président de la République. L'ouvrage a coûté 13 milliards de nos francs et possède des équipements de pointe dans le traitement du cancer en Côte d'Ivoire. Sa capacité d'accueil est de 160 à 200 patients par jour. Et pour renforcer le dispositif d'offre de soins de qualité, le centre hospitalier universitaire d'Angré vient compléter à 5 le nombre de CHU en Côte d'Ivoire. Plus de 34 milliards pour sa réalisation. Voilà, et plusieurs d'autres projets sont également mis en œuvre sur l'étendue du territoire national afin de renforcer les infrastructures sanitaires, les plateaux techniques et le personnel de santé, et aussi pour une meilleure mise en œuvre de la couverture maladie universelle. Il faut dire que le premier citoyen à s'être enrôlé en 2014, c'est bien sûr le président de la République. Et en 2017, environ 725 personnes se sont fait enrôler. Aujourd'hui, la couverture sociale des Ivoiriens est estimée à environ 5%. Ce n'est pas suffisant. Donc, dans ce but-là, le gouvernement veut mettre en œuvre certaines priorités, veut mettre en œuvre certaines actions afin que les Ivoiriens aient tous une couverture sociale. Alors, on change de registre cette fois-ci pour parler d'environnement. L'environnement, vous le savez, la décharge d'Akwedo a fermé. Il y a peu, le centre d'enfouissement technique de Koussiouin a été donc inauguré. Qu'est-ce qui va changer en matière de politique de gestion des ordures ménagères en Côte d'Ivoire? Ce centre, déjà, va donner plusieurs emplois, 6 000 emplois directs et indirects. Ce n'est pas rien. Il s'agit aussi d'un ouvrage qui a été construit selon les standards internationaux pour recevoir et traiter chaque année au moins 1 250 000 tonnes de déchets. Voilà, et le gouvernement a décidé d'opérer aussi d'autres réformes structurantes pour que le secteur de la salubrité et de l'assainissement soit un pilier de la promotion d'un cadre de vie sain des populations, avec d'autres structures comme la NAGED, l'Agence nationale de gestion des déchets. Voilà. Notons également que des véhicules de transport des bennes à ordures, donc la Côte d'Ivoire a réceptionné ces bennes à ordures et les Ivoiriens peuvent donc apprécier le travail qui est fait en matière de ramassage des ordures ménagères, comme le témoignent ces images. Oui, tout à fait. 450 camions qui sont disponibles pour le district d'Abidjan et l'intérieur du pays. On le sait, 2018 a été une année assez difficile pour les artistes, beaucoup de disparitions au sein de cette corporation. Mais il n'y a pas seulement de nouvelles tristes, il y a également des choses positives à retirer de cette année. Par exemple, l'émergence de plusieurs festivals qui ont contribué à présenter une excellente image de la Côte d'Ivoire à l'extérieur. On peut citer entre autres décès, pour rappeler un peu aux Ivoiriens ce qui s'est passé en 2018. Le décès de Désir Champion, le décès d'Ahmed Souané sont des artistes qui sont partis au cours de l'année 2018. Et le professeur Seri Bailly également qui a tiré sa révérence au cours de cette année. Tout à fait. Pour parler de choses un peu plus gaies, on peut dire aussi que 2018 au niveau de la culture, c'est aussi des événements conviviaux comme le Massa, le marché des arts du spectacle d'Abidjan. Et cette édition 2018 a rassemblé 152 groupes et 61 au titre du marché et 91 au titre du festival. Et dans le même temps, le ministère de la Culture et de la Francophonie a fait la promotion du pain traditionnel tissé. Pendant cette édition, cette 10e édition du Massa, c'est un pain qui s'est vendu comme des petits pains. Parce que bien sûr, au Massa, on fait aussi la promotion de l'artisanat. Merci Patricia. Nous accueillons ici et maintenant Eugène Atoubé. Eugène Atoubé, bonsoir.
Bonsoir, Herman. Vous êtes le chef du service régional et avec vous, nous allons parcourir, passer au peigne fin ce qui aura marqué l'actualité des régions. Mais avant, ce qu'il convient d'indiquer, c'est que nous parlerons d'orpaillage. Nous parlerons d'orpaillage, mais avant d'aller en profondeur, mesdames et messieurs, je vous invite à suivre cet élément. L'orpaillage clandestin, cette activité de recherche d'or artisanale sans autorisation de l'État, a connu un regain d'intensité en 2018 et se développe à une vitesse ahurissante, touchant toutes les régions du pays. Les conséquences au plan environnemental, agricole, sécuritaire et social sont connues. Ironie de l'histoire, plus les orpailleurs clandestins sont traqués, plus ils s'établissent durablement. Un véritable camouflet pour l'État de Côte d'Ivoire qui réoriente la lutte avec la création en décembre 2018 de la brigade de répression des infractions en code minier. Les conflits intercommunautaires ont été moins nombreux durant l'année 2018 comparés aux années précédentes. Des conflits pour la plupart nés des problèmes liés au foncier. Les partis en palabre ont réussi à calmer leurs ardeurs et fumer le calumet de la paix. Les actions du gouvernement, d'abord celles du médiateur de la République, ensuite appuyées par les élus et cadres des régions touchées par ces conflits, y ont énormément contribué. Les partis en conflit hier apprécient les avantages du vivre ensemble. Pendant ce temps, l'État, à travers la FOR, l'agence foncière rurale, poursuit le processus de délivrance des certificats fonciers comme un moyen de règlement définitif des conflits fonciers. Si l'objectif de la FOR est d'identifier les vrais propriétaires par la délivrance des actes administratifs, il reste que la réalité sur le terrain laisse entrevoir que cela pourrait être un vrai casse-tête pour le gouvernement, qui en revanche a donné une belle réponse en 2018. De l'accès des populations à l'eau potable, la longue pénurie d'eau à Bouaké qui aura duré 8 mois a trouvé une solution définitive par la mise en place d'un plan d'urgence avec l'appui financier de la Banque mondiale à hauteur de 5 milliards de francs CFA et la réalisation de plusieurs forages. En attendant la connexion des stations de traitement de Bouaké au barrage de Kossou sans HVA dans le cadre du programme hydraulique et assainissement pour le millénaire, 500 forages équipés de pompes à motricité humaine pour le compte du projet assainissement en eau potable sont en cours de réalisation dans les régions du Guémon, Cavali, Tonkpi, Maraoui et Oussa-Sandra. En matière d'électrification, l'on note que 2018 a vu l'accroissement des localités connectées au réseau électrique national, conformément à la volonté du président de la République d'électrifier chaque localité peuplée d'au moins 500 habitants. Le programme d'électricité pour tous a permis aux populations de disposer d'un branchement électrique et d'un abonnement au réseau moyennant 1000 francs CFA. Des actions qui sont la traduction de la volonté du gouvernement à œuvrer pour le bien-être des populations, volonté réaffirmée cette année 2019 par le programme social du gouvernement. Alors, Eugène Atoubé, ce reportage de Godefroy Okambawa vient donc de mettre en lumière plusieurs difficultés que connaissent les populations en région. Au nombre de ces difficultés, nous voulons nous appesantir sur l'orpaillage clandestin. Dites-nous, est-ce que l'État a les moyens de freiner l'orpaillage clandestin? Alors, pour répondre à la question, Herman, je voudrais rappeler que l'orpaillage est une activité légale, autorisée par l'État de Côte d'Ivoire. Parce que l'État pense que c'est un moyen de pouvoir sortir de la pauvreté. Mais ne peut faire cette activité que lorsque on est en règle vis-à-vis de la loi. Ça veut dire quoi? Qu'il faut être respectueux du code minier. En réalité, lorsque un Ivoirien ou un habitant de la Côte d'Ivoire veut faire de l'orpaillage traditionnel, il est tenu de se rendre auprès des structures techniques en région, notamment les directions régionales ou départementales des mines, pour exprimer son besoin de faire de l'orpaillage. Ensuite, on a vu de sous-préfet, et puis si cette personne est en règle au regard de la loi, elle peut faire cette activité. Malheureusement, aujourd'hui, il n'y a pas de respect de ce code minier, il n'y a pas de respect de l'autorité. Tout le monde se lève et va faire de l'orpaillage de façon illégale, avec malheureusement la complicité des populations, notamment les chefs de village et les chefs de terre. L'État a vu que cela n'arrangeait pas les populations, vu les nombreuses conséquences que cela entraîne. Alors, l'État a mis sur pied un programme qui est le PNRO, Programme
national de rationalisation de l'orpaillage, qui, à première vue, est censé donner les conditions nécessaires pour pouvoir faire de l'orpaillage dans la légalité et selon les normes. Mais comme cela ne se fait pas, malheureusement, l'État est obligé de mener des actions de répression. Par exemple, en 2016, il y a eu une grande opération de déguerpissement dans la région de Bélier, notamment à Yekano, où la police, sur instruction du préfet de la localité, a fait déguerpir près de 211 sites d'orpailleurs clandestins. C'est-à-dire que l'État a les moyens de lutter contre ces phénomènes qui gangrènent nos régions. Et plus, ce mois de décembre 2018, l'État a même mis sur pied une brigade de répression contre les infractions au code minier, qui a un pouvoir de coercition. Aujourd'hui, on va traquer les orpailleurs clandestins et on les défère devant la juridiction incompétente et ils vont répondre de leurs actes. Donc on est passé de la campagne, de l'attitude de mollesse à plus de rigueur. Et cette brigade produit-elle des résultats sur le terrain? Cette brigade, elle est toute nouvelle et je pense qu'elle peut faire des actions comme attendu par l'État. Seulement, il faudrait bien qu'on la dote de moyens conséquents pour pouvoir intervenir. Parce que, comme je l'ai dit, l'orpaillage est un phénomène dans lequel tout le monde est impliqué. Et c'est dangereux. Alors, Eugène Atoubé, un autre problème qui trouble de toute sa taille le sommeil des populations en région, c'est bien sûr la question des conflits fonciers. Et pour justement essayer de résoudre ces problèmes, le gouvernement a mis sur pied une structure qui s'appelle l'AFOR, l'Agence foncière rurale. Ouais. Aujourd'hui, est-ce que cela vous inspire un commentaire? Est-ce que dans la faisabilité, est-ce que sur le terrain, eh bien, cette agence arrive, n'est-ce pas, à contenir les quelques conflits qui s'éveillent de part et d'autre? L'avènement de l'AFOR est salutaire et je pense que sa présence devrait, je dirais, opérer la mise à mort des conflits dans nos régions. Parce que les conflits ont des relents de palabres autour de la terre. Nous parlons à présent d'adduction d'eau potable et de fourniture en électricité. Nous savons que ce sont deux sujets qui constituent des priorités pour le gouvernement. À Bouaké, par exemple, pendant l'année 2018, il y a eu pas mal de problèmes en adduction d'eau. Le gouvernement a dû trouver des solutions pour pouvoir donc venir en aide à ces populations et des décisions définitives ont été également trouvées. C'est exact. Il faut dire que Bouaké a souffert pendant près de 8 mois de ce qu'on appelle la crise de l'eau dans le Bouaké. Aujourd'hui, c'est un vieux souvenir. Parce que l'État, au premier moment de cette souffrance, a déployé de gros moyens pour mettre fin à la souffrance des populations de Bouaké et d'une grande partie de la région de Bouaké. Comme nous l'indiquent les chiffres qui apparaissent sur cet écran, l'accès à l'eau potable pour 2018, voilà. Sans château d'eau, c'est les HVA, c'est l'hydraulique villageoise améliorée. Donc, c'est des ouvrages qui ont été construits, mais je rappelle que c'est pour seulement 5 régions. Et à terme, les autres régions du pays vont en bénéficier. Ces régions sont notamment le Guémon, le Cavali, le Tonkui, le Haut-Sassandra et la Maraoué. Donc, c'est un projet qui arrive pour alléger la souffrance des populations et leur attente en eau potable. Mais ce n'est pas tout. Il y a également un autre projet de 500 pompes à motricité humaine. Un mot rapidement pour ce qui concerne le secteur de l'électricité, rapidement. Oui, là encore, l'État fait beaucoup d'efforts, on l'a vu. Les efforts de l'État sont relayés par les collectivités territoriales décentralisées, selon le mode de transfert de compétences. Avec 460 milliards injectés dans le secteur de l'électricité par l'État. C'est montrer un peu toute la volonté de l'État de Côte d'Ivoire justement à faire partager le programme Côte d'Ivoire par toutes les localités du pays. Merci à vous, Eugène. Avec vous, Eugène Atoubé, avec vous, nous avons passé en revue l'essentiel de ce qui a donc marqué l'information en région pour le compte de l'année 2018. Merci pour cette contribution riche, n'est-ce pas, en information et en perspective. Bonne heureuse année 2019 à vous. Bonne année à tout le monde, à tous nos téléspectateurs. Merci encore. Eugène Atoubé que nous raccompagnons à présent. Et nous voulons, pour boucler la boucle, appeler ici et maintenant Lassina Ouattara. Alors, Lassina...
difficile je dirais qu'il faut certainement chercher les superlatifs pour vous annoncer, parce que vous êtes le dernier né de la fratrie RTI. Vous êtes né, n'est-ce pas, de la décision de la direction qui a décidé donc de mettre sur pied un service qui aura pour mission de veiller, de surveiller l'information comme du lait sur le feu afin de la mettre à la disposition des populations. Et un petit élément nous le rappelle, suivons ensemble cet élément. Une équipe de journalistes anime les supports numériques du groupe RTI. Elle fait la veille d'informations et produit du contenu web. Sa signature, pour une information vraie et en continu, reste le leitmotiv de cette offre d'information 100% digitale. Déclinée en plusieurs supports, sites web, applications mobiles, pages Facebook et compte Twitter. En une année d'existence, RTI Info s'est imposé dans le paysage médiatique avec des productions innovantes, des formats nouveaux, une valorisation des contenus des pôles d'information du groupe. À associer à RTI Info, qui dispose d'environ 250 000 abonnés sur Facebook, un dispositif de fast-checking, les vérificateurs de l'information. Un outil participatif qui permet de recueillir auprès du public des informations en tout genre. Sur ce point, les équipes entendent renforcer le dispositif et sensibiliser les citoyens à l'usage de la technologie et des médias. Alors, Lassina Ouattara, peut-on dire que vous êtes la police de l'information ? Alors, la police de l'information, ce serait peut-être prétentieux, mais on pourrait dire éventuellement que nous, en tant que médias de service public, et particulièrement RTI Info, c'est de faire en sorte que le citoyen ait la bonne information et de l'information fiable et de qualité. Et donc nous, ce que nous faisons, c'est de la veille, mais également de voir comment est-ce que des informations, quelquefois, qui sont fausses ou alors qui sont susceptibles éventuellement d'induire en erreur ou alors susceptibles de troubler peut-être quelquefois la paix sociale avec aujourd'hui donc les nouveaux supports. On fait tout pour que éventuellement donc le citoyen ait la bonne information tous les jours. Et nous avons donc à l'écran des images de votre site, un site qui est régulièrement visité, n'est-ce pas? Tout à fait. Alors on a donc l'offre d'information digitale se décline donc un compte Twitter. Ensuite on a une page Facebook, un site internet, mais également donc une application mobile. Donc c'est tout l'ensemble en fait de ces supports digitaux qui constituent en fait l'offre. Voilà. Alors d'accord, comment est-ce que vous agissez au sein de la direction de l'information? Alors au sein de la direction de l'information, on va dire que c'est un service donc, qui vient aujourd'hui en appui. Il faut savoir d'abord que RTI Info vient en complément en fait, à l'offre déjà existante, c'est-à-dire télé et radio. Et nous, notre effort de tous les jours, c'est de créer en fait une sorte de synergie entre l'ensemble de nos pôles d'information. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'une de nos puissances, nous en tant que médias de service public et RTI, c'est non seulement notre expérience, mais également le fait que nous soyons télévision et radio. Donc on s'appuie aujourd'hui sur ces deux supports qui sont assez puissants donc, pour réellement fédérer autour de cela l'ensemble de nos ressources humaines, donc les journalistes et l'ensemble des personnes qui produisent de l'information au quotidien. Lassina Ouattara, votre service a été fortement sollicité pendant la période des inondations. Alors, tout à fait. Il faut savoir qu'en période justement de crise, en général, c'est que l'information est quelque chose de capital. Et nous, pendant cette période qui était le mois de juin 2018, c'est qu'on a mis en place en fait un dispositif qui nous permettait non seulement de recueillir des informations quelquefois qu'on pouvait relayer, mais également donc de demander aux populations quelquefois qui venaient ou alors qui nous demandaient des informations, leur fournir la vraie information, parce qu'il faut savoir qu'en période de crise, donc l'information, quand elle est juste, elle peut non seulement sauver des vies, mais en plus c'est que l'information est susceptible éventuellement donc d'assurer une certaine stabilité et une meilleure gestion en fait de la crise. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place notre dispositif qu'on appelle en fait les vérificateurs de l'information. Donc on a sollicité donc que tous les citoyens puissent nous envoyer l'information. Nous, en tant que journalistes, c'est de faire donc, notre travail, notre métier dans les règles de l'art, c'est-à-dire donc recueillir, donc recouper, vérifier les informations et ensuite les diffuser. Et ainsi, donc, pendant pratiquement, on va dire près de 3 à 4 jours, donc, nous sommes restés en veille de faire en sorte éventuellement que les informations que nous donnons soient donc des informations fiables, parce qu'il y avait beaucoup, quelquefois, d'images qui avaient été prises à l'extérieur ou alors quelquefois sur des réseaux sociaux, des sites qui n'étaient pas conformes. Alors moi, j'ai juste envie de vous poser une petite question. Quels ont été les moments forts de 2018 pour vous? Ce qu'on retient pour 2018 avec RTI Info, c'est, on va dire, l'assassinat, l'enlèvement et l'assassinat du petit Bouba. On se rappelle tous que ça a créé donc l'émoi dans la société ivoirienne, au point où le gouvernement à un moment était obligé donc de le montrer au créneau. Un deuxième cas également donc, qui a été un fait saillant donc, justement à ce niveau-là, c'est un autre petit garçon justement qui avait perdu la vie dans des circonstances et qui, je pense que l'affaire est encore en justice. Et à ce moment, tout le monde justement était, on va dire, un peu sur la sellette, on ne savait pas donc qu'est-ce qu'il fallait faire. Nous, encore une fois, nous sommes allés donc vers les différentes parties
et les avocats donc, de celui qui était accusé, mais également donc, les parents. Et en ce moment-là, après les interviews, on a pu faire parler les gens et su réellement donc, ce qui s'était passé, l'affaire en cours en justice. Et on attend justement le retour pour offrir, on va dire, l'information aux Ivoiriens. D'un moment intense, en émotion, hein, on va dire. Et puis, moi, j'ai juste envie également de vous demander, juste certainement pour finir, est-ce que vous avez un retour du travail que vous abattez? Comment réagissent les populations par rapport à tout ce que vous faites et tout ce que vous proposez sur la toile? Médias de service public, on ne détient plus, en fait, on n'est plus la seule source d'information. Et du coup, on est bien obligé réellement donc de se référer. Et nous avons d'ailleurs des chiffres qui illustrent parfaitement le nombre d'abonnés, voilà, à vos différentes pages, voilà, Facebook, tout à fait. 240 000 abonnés, 6 000 abonnés, 500 contenus vidéo produits, plus de 45 millions de vues sur Facebook. 3,5 millions de vues sur Facebook par mois, c'est énorme. Tout à fait, c'est le retour, on va dire, c'est le feedback donc, du public et c'est quelque chose qui est palpable et tout de suite. Parce que réellement, donc, vous avez la possibilité non seulement d'être jugé, mais ensuite, en termes d'audience, c'est-à-dire que vous avez quelque chose qui est synoptique et qui vous offre tout de suite. Est-ce que le public s'intéresse à votre travail ou pas? Et je pense que c'est le travail, en fait, conjugué de l'ensemble de la rédaction, parce qu'il faut savoir que tous les journalistes, en fait, contribuent à RTI Info. Et le défi reste certainement de maintenir ce rapport de confiance et de fidélité avec les téléspectateurs. Tout à fait. C'est d'abord un rapport de confiance, mais également donc une sorte de synergie qu'on crée parce que c'est une offre qui est nouvelle. Et aujourd'hui, de plus en plus, on sent que la synergie donc, entre l'ensemble des rédactions, des pôles d'information est quelque chose donc, qui est une valeur ajoutée formidable et qui nous permet réellement, donc nous, RTI Info, de nous imposer pratiquement en un an dans le paysage médiatique ivoirien. Et parlons de valeur ajoutée, c'est avec vous comme valeur ajoutée que nous allons donc refermer les pages de cette émission en rétrospective 2018. Nous voulons donc remercier l'ensemble de la rédaction et toutes les équipes techniques de la RTI qui nous ont aidés à préparer cette émission. Merci de nous avoir suivis et merci de rester fidèles à RTI 1, la chaîne qui rassemble.